Allez, c'est parti. Bonjour Gradia. Bonjour Ronald. Alors nous sommes réunis toutes les deux dans ton petit chez toi. Mhm. Bon, je ne vous fais pas la description de la déco, mais c'est vraiment mignon. C'est cocooning, il y a plein de livres partout, il y a de belles couleurs. Et on est vraiment super bien. Donc nous sommes toutes les deux à Genève. Mhm. Et je suis ravie d'être avec toi cet après-midi pour que tu puisses nous parler d'un sujet tabou, à savoir l'infidélité dans les couples installés. Oui, tout à fait. Rien que ça. Rien que ça. Alors moi, première question qui me vient à l'esprit, c'est que veux-tu dire par infidélité dans les couples installés? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui va se jouer dans la relation extra-conjugale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est en couple depuis des années, voire même des décennies, va tout d'un coup remettre en jeu son mariage, tout ce qu'elle a construit autour de son mariage pour se lancer dans une relation extra-conjugale. Ok. Alors, autre question qui me vient, même si j'ai une petite idée, qu'est-ce que tu entends par infidélité? Alors, pour te décrire, pour te parler de ce qu'est l'infidélité à mes yeux, je vais peut-être te dire qu'est-ce que ça veut dire déjà être fidèle, à mes yeux aussi. Donc traditionnellement, être fidèle, ça veut dire n'avoir qu'un seul partenaire, ne faire l'amour qu'avec ce partenaire, n'avoir des relations, des conversations profondes qu'avec ce partenaire et n'aimer que lui. En fait, c'est la définition de la monogamie. D'accord. Ok, effectivement, dit comme ça. Ouais. Ça a l'air un peu étouffant, quoi. Genre amour fusionnel, en fait. Oui, c'est la définition du couple traditionnel en fait. Alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une infidélité? Alors, Qu'on ose franchir ce pas, en fait, cet interdit. ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait? Je dirais que c'est... alors, ça va venir réveiller notre sensualité. Ce qu'une personne va nous faire ressentir de nous, va faire va ressortir notre sensualité. Et du coup, ça va être de l'ordre de l'irrésistible. Parce qu'on est des êtres de désir, l'être humain est un être de désir, donc voilà, on peut pas mettre ça de côté, parce que c'est le moteur de notre existence, et s'il n'y a pas de désir en nous, c'est la dépression. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du désir, qui est lié plus à la notion de désir qu'à la recherche d'une relation sexuelle en fait. Voilà. Et le désir, c'est le désir aussi de se sentir spécial, de se sentir belle ou beau, parce que bon, c'est bien entendu, je vais peut-être employer le masculin, mais ça va dans les deux sens. Voilà, de se sentir désiré, désirable et désirant. Parce qu'on n'est plus dans sa relation installée, Pas dans un forcément. train-train. Ouais. D'accord. Donc ça vient en rupture de la routine, Oui, quoi, voilà. et du Oui. fait qu'on n'est plus, l'autre ne nous voit plus vraiment, et là on Ouais, tout à forme fait. de renaissance. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime plus qu'on n'aime plus notre conjoint. Ça ne veut pas du tout dire ça. D'accord. Voilà. Ouais, c'est autre chose, il C'est n'est pas autre question chose. forcément d'amour, mais comme tu dis, de désir. Donc Tout à fait. se sentir vivant, quoi. Oui, se sentir vivant. Ouais. Ok. Ouais. Alors, du coup, l'infidélité, bon, moi j'ai bientôt 50 ans, c'est pas un sujet que je découvre, hein, même si ça a toujours été quand même quelque chose d'assez, on va dire, jugé négativement. Mais est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que ça a toujours existé? D'où ça sort cette histoire-là? Alors, ça a toujours existé. C'est pas un phénomène de mode. Là, on en parle, voilà, parce qu'il y a les médias, tout ça, on en parle beaucoup. Mais non, ça a toujours existé. Je pense que c'est aussi vieux que le mariage, malgré les interdits. Parce que c'est interdit partout, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, c'est interdit. Et on transgresse. On transgresse toujours pour des questions de désir, comme je l'ai dit avant. Et
Et pour dire à quel point c'est diabolisé, dans les 10 commandements de la Bible, on en parle 2 fois. Dans le 6e commandement, sauf erreur, qui dit tu ne commettras pas l'adultère. Et donc on parle là de l'acte en lui-même. Et puis dans un autre des commandements, je crois que c'est le 9e, qui dit tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et là, on nous interdit le désir en fait. Donc forcément, ça nous donne envie de transgresser. Exactement. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise non. On n'aime pas qu'on lui dise non. Et puis la transgression, c'est quand même vachement sexy. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il y a toujours une part de nous qui va résister à l'interdit, en fait. On est effectivement des êtres de désir. Alors, ok, désirer, on peut, mais passer à l'acte, qu'est-ce qui fait qu'on va devenir infidèle, en fait? Parce que tout le monde, même si on a envie de se sentir vivant, même si on a croisé le regard d'un inconnu, il s'est passé un truc, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va aller plus loin? Comment on devient infidèle? Pourquoi? C'est de l'ordre de l'intensité des émotions que ça va nous procurer. Les émotions intenses vont faire qu'on va pas avoir honte. Dans un premier temps, on va pas avoir honte, on va pas se sentir coupable. Voilà, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout, en fait. Ça peut être plus fort que tout, attention, parce que je dis pas que tout le monde transgresse, ni que tout le monde transgresse. Mais ceux qui le font, c'est qu'à un moment donné, c'était plus fort que. C'est plus fort que. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irrésistible. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que ça enlève rien dans la responsabilité des individus quand même? On reste responsable de ses actes, même si on ne peut pas réussir. Alors, bien entendu, on reste responsable de ses actes. Alors ça, c'est clair. Et il faut avoir cette conscience-là, en fait. Ok. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de responsabilité, être infidèle, c'est un coût. C'est pas gratuit. Quelles sont les conséquences de l'infidélité? Oui. Alors, les conséquences... Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu. J'imagine qu'il y a des conséquences positives et puis des conséquences plus négatives. Ouais. Alors déjà, ça provoque une crise existentielle. Ah ouais, une remise en question profonde. Une remise en question profonde. Et ça, autant pour la personne qui est trompée, du moment que ça vient à se savoir, mais si on en reste là pour l'instant à la personne qui trompe, oui, ça provoque vraiment une grosse crise existentielle. On remet tout en question en fait. C'est pas, de nouveau, c'est pas juste de l'ordre d'avoir envie d'une relation sexuelle et puis on y va et puis voilà quoi. Oui, c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin. Dans un couple installé, j'imagine bien, on est surpris que ça nous arrive. Bien sûr. Et du coup, toutes les certitudes s'effondrent quoi, et on ne sait plus. On ne sait plus, donc on se repose des questions, on se remet dans le doute. L'incertitude. Oui, il y a vraiment... la peur de se faire souffrir l'être qu'on aime encore. Voilà, aussi, bien sûr. Et puis pour soi-même, c'est vraiment... On en arrive vraiment à des questions profondément identitaires. Quoi. Ouais. Qui je suis devenue, qu'est-ce que j'ai perdu de moi, de ce que j'étais avant, derrière ce que je me suis... derrière ce que la société m'a imposé, derrière ce que je me suis moi-même imposé aussi. Qu'est-ce que j'ai gagné aussi, j'imagine aussi. Alors oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on y gagne aussi, c'est sûr. Parce qu'on y gagne en vitalité, en énergie sexuelle, voilà. C'est quelque chose qui vient vraiment réveiller. Le corps, l'esprit, qui vient électriser, en fait, tout ça. C'est dangereux ce que tu dis, ça fait presque envie. Ça peut être dangereux, oui, effectivement. Ouais. D'entendre ça, en tout cas, ça a l'air intéressant. Enfin voilà, on dirait que c'est une expérience à vivre. Oui. Mais bon, il y a quand même, comme tu dis, ne minimisons pas les conséquences d'une crise existentielle. C'est-à-dire, on n'a plus de repères, on ne sait plus qui on est, on est perdu. Ça peut être très douloureux quand même. Oui, tout à fait. Le côté électrisant, c'est sympa, mais il y a aussi de la souffrance. Oui, aussi, bien sûr, il y a une immense souffrance. Ouais, voilà. Et vraiment, j'insiste. Parce qu'on parle souvent de la souffrance de la personne qui découvre l'infidélité de son conjoint. Alors, oui, là, c'est vraiment la grosse claque. Là vraiment,
on se prend quelque chose dans la figure, je pense, c'est une bombe. Hein. Euh, ça, en fait, il y a quelque chose aussi de l'ordre, ça vient toucher nos blessures de rejet, d'abandon. Ouais. Euh, Bah, ça fait écho à tout ça, quoi. oui, ça fait quoi tout ça, ouais. Et ça provoque un grand chaos et d'autant plus, je pense que la personne qui subit, ça doit se faire aider. Seule, c'est assez difficile de se sortir de là. Donc voilà, c'est très difficile pour elle, c'est très difficile pour celui qui ou celle qui trompe, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis c'est aussi difficile, il ne faut pas oublier la troisième personne, celle qu'on va un peu, celle qui est cachée dans le placard en fait. C'est pas facile non plus pour cette personne-là. Elle est souvent très vite cataloguée de destructrice ou destructeur du couple. Mais en fait, il y a aussi de la souffrance de la part de cette personne-là, parce que, enfin, chez elle, parce que déjà, elle n'a aucun contrôle de ce qui se passe dans le couple. Elle se sent en même temps désirée, en même temps rejetée. Voilà, c'est très compliqué aussi pour elle. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Alors, donc on parle depuis quelques minutes maintenant déjà d'infidélité. Moi, il y a quand même une question qui me traverse, est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'infidélité? Est-ce qu'il n'y a qu'une façon d'être infidèle, c'est-à-dire passer à l'acte sexuel, ou est-ce que ça peut être plus subtil que ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'être humain est de toute façon bien plus subtil que ça. Hein. Déjà, c'est une notion un petit peu subjective parce qu'on a chacun de nous a sa propre vision du couple, hein, selon ses propres croyances, son éducation et tout. Donc, il y a aussi ce qu'on attend de notre partenaire. Très souvent, on voit ou on entend dire que oui, ben voilà, rien que le fait que tu fais un sourire à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est déjà que tu m'as été infidèle. Ah ouais. Donc, ouais. C'est un peu excessif là quand même. Oui, mais ça existe. Ouais. Selon les cultures, selon les modes de fonctionnement. Oui. Maintenant, c'est vrai que dans le couple, la fidélité, ça relève plus d'un contrat tacite, moral et tacite. C'est-à-dire qu'on n'en discute pas. Donc, quand ça arrive, tout dépend qu'est-ce qui arrive en fait. On va se dire, voilà, en fait, c'est là qu'on va se poser la question, où commence l'infidélité? Est-ce que c'est juste sourire à quelqu'un? Est-ce que c'est déjà penser à quelqu'un, avoir des pensées... fantasmes. Des fantasmes sur quelqu'un. Est-ce que c'est le fait d'être attiré? Est-ce que c'est flirter? Est-ce que c'est embrasser? Est-ce que c'est avoir des conversations profondes avec quelqu'un d'autre que notre conjoint? Voilà, hein, est-ce que c'est... Alors, bien sûr, entretenir une relation amoureuse et sexuelle, voilà, bien entendu, c'est ça aussi. Et puis, de nos jours, il y a aussi les relations virtuelles. C'est facile d'entrer en intimité avec d'autres personnes virtuellement, par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres, voilà, donc... D'accord, effectivement, donc on se rend compte qu'on ne parle pas forcément dans les couples. Je le reconnais, hein, moi étant en couple, c'est pas quelque chose qu'on a abordé. Et on croit être d'accord sur ce que c'est qu'être fidèle et qu'est-ce que c'est qu'être infidèle, et peut-être qu'on l'est pas. Ouais, en fait, on l'est rarement. Donc en fait, t'inviterais plutôt les gens à en parler. Oui, disons qu'il faudrait que ça se discute. Hein, mais voilà, du fait qu'on se marie, on se marie, c'est une façon de parler, on se met en couple avec la personne que l'on aime, que l'on a choisie, et puis qu'il y a le mythe du grand amour pour toujours, on ne va pas discuter de ça. Non, on ne va pas discuter. Mais voilà, le problème est que quand ça arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Alors peut-être que les nouvelles générations, elles sont peut-être un peu plus open là-dessus, non? Peut-être. Parce qu'il y a un discours plus fluide là-dessus, un peu plus... Ouais, peut-être. Après, les nouvelles générations... Alors maintenant, il y a cette notion de polygamie, mais ça c'est encore différent. Hein. Polyamour notamment. Oui, pardon, le polyamour, pas la polygamie. Après, ça reste quand même à la marge. Hein. C'est un phénomène qui reste à la marge, le polyamour. Et le polyamour, c'est être les deux d'accord. C'est ça. Voilà. C'est chaud quand même. Hein. Oui, c'est chaud. Ouais. Il faut être... c'est un autre discours. Voilà. C'est un autre discours que... Notre mentalité. Oui.
Alors, question pratico-pratique. Faut-il avouer une infidélité à son partenaire, selon toi? Alors tout dépend pourquoi on veut l'avouer. Si c'est pour soulager sa conscience, Mhm. c'est peut-être pas une très bonne idée, hein, parce il faut s'imaginer qu'est-ce qu'on va donner à l'autre, quoi. C'est ça. C'est un Qu'est-ce peu que- égoïste, quoi. Oui, en fait, ouais, ce serait plutôt égoïste. Euh, on va, enfin, il faut s'imaginer la réaction de l'autre. On dit, alors, on se décharge, mais qu'est-ce qu'on va mettre sur notre conjoint? Donc, bon, voilà. Je pense que si c'est les raisons, ce seraient des raisons plutôt cruelles, quoi. Euh, Maintenant, ouais, non, je pense que pas toutes les vérités sont bonnes à dire. Voilà. Et si la personne, elle sent que ce qu'elle est en train de vivre avec cette nouvelle personne dans sa vie prend de la place, devient importante et qu'elle a besoin de partager ça avec son conjoint pour justement redéfinir leur propre couple, en fait, peut-être. Alors, ça reste très douloureux pour celui qui va recevoir le message, évidemment, mais dans un but peut-être de sauver quelque chose, de redéfinir le couple. Ça peut aussi, voilà, je t'aime et j'en aime un autre, j'en aime une autre. Qu'est-ce qu'on fait, Oui, quoi. bien sûr. Alors oui, bien sûr, bien sûr que s'il y a ce besoin-là de partager, ben oui, bien sûr, il faut en parler. Mais toi, c'est plutôt quand même, tu préconises plutôt de ne rien dire, de vivre son truc de son côté, et voilà, parce que ça fait trop de mal à l'autre de balancer la bombe. Ouais. Disons que ça peut faire tellement de mal, ça peut tellement blesser que s'il n'y a pas l'intention de quitter cette vie-là pour quelqu'un d'autre, enfin pour une autre vie, je vois pas trop l'intérêt de lui dire. Ouais. Alors après, est-ce qu'il faut chercher à comprendre pour quelle raison notre conjoint nous a trompés, en fait? Parce que moi je connais, comme toi j'imagine, des femmes, en tout cas en ce qui me concerne, c'est plutôt des femmes, qui ont été trompées par leur conjoint et que ça, bon là, comme tu disais, déflagration, c'est très énormément de souffrance, énormément de peine, une perte de confiance absolue, la peur au ventre en permanence, le doute, enfin bon, voilà, un tableau que tu connais bien. Et est-ce qu'elles ont, alors ces femmes-là, moi je pense que c'est peut-être ton cas aussi, elles cherchent à savoir mais pourquoi il m'a trompée. Est-ce que tu penses que c'est une question à se poser? Alors, si c'est dans le but d'une reconstruction, oui. Si on cherche juste à savoir c'est qui et combien de fois et qu'est-ce qu'il a trouvé, il ou elle a trouvé de mieux que chez moi, voilà, disons ce genre de choses, ça ne fait qu'entretenir la souffrance. Maintenant, voilà, dans le but de la reconstruction, oui, parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu là derrière, en fait, c'est les peurs, qu'est-ce qui a provoqué ça, et puis l'humanitude aussi de la personne. Si c'est pour chercher à comprendre ça, oui. Après, il va pas falloir chercher à le comprendre que chez l'autre. Ça va aussi venir nous interroger, donc il faut aussi venir le comprendre chez moi. Donc oui, dans ce but-là, oui. Mais comme on est porté à le faire, à vouloir savoir qui, quand, comment, pourquoi, combien de fois, et mon Dieu, et ce soir-là, il était là-bas alors que moi j'étais là. Là, on fait qu'entretenir une souffrance. Mais bon, c'est peut-être aussi un petit peu normal de vouloir savoir, je sais pas. Mais voilà, là on est vraiment trop dans l'ego, quoi. Il faut peut-être redescendre un petit peu et puis commencer à se poser les bonnes questions, quoi. Pour aller vers quelque chose, enfin vers une sérénité, j'ai envie de dire sérénité, mais je sais pas si c'est le mot juste. Mais Ça se réparer en tout cas. Ouais. Et là, tu disais au début que tu invitais plutôt ces personnes-là à se faire accompagner parce que c'est très dur tout seul, quoi. Oui. Alors, l'infidélité, on en parle, ça existe partout, au cinéma, la littérature, on entend comme des rumeurs, on a parfois des confidences à ce sujet, mais finalement, ça reste quand même quelque chose on sait pas vraiment ce que c'est, donc c'est un peu nébuleux. Alors du coup, quelles sont les croyances qui sont autour de l'infidélité, qui se baladent dans nos inconscients collectifs, hein? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus?
Alors oui, il y a beaucoup de croyances là autour. Déjà, ne serait-ce que si il ou elle me trompe, c'est parce qu'il ne m'aime plus. Si c'est arrivé une fois, forcément, il va recommencer. Euh, ah ben il ou elle m'a trompé, donc je divorce, je veux plus rien savoir, parce que c'est la meilleure des options, parce que de toute façon, voilà, ça va recommencer. Euh, Si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Euh, S'il a tout ce qu'il faut à la maison, pourquoi aller voir ailleurs? Euh, et puis finalement, aussi, la croyance principale, c'est que c'est impardonnable. Voilà. Et puis la croyance, le mythe, comme j'ai dit déjà, on en a parlé tout à l'heure, euh, la croyance très profonde que on a choisi cette personne par amour, on s'est marié par amour. Comme on s'est marié, on se disait, bon ben voilà, ce sera cette personne-là pour toujours, et que ça vient casser ça quand ça arrive. Ouais. Et ça, c'est vraiment très douloureux. C'est terrible. Donc voilà, ce sont toutes des croyances sur lesquelles je pense que, voilà, de nouveau, il faut se faire peut-être accompagner par quelqu'un justement qui est dans la neutralité par rapport à ça, pour pouvoir se reconstruire et Ouais. adopter d'autres croyances, de nouvelles croyances. Alors au tout début, quand tu me disais ce que ça faisait d'être infidèle, où il y avait donc tu disais ce regain de vie, de se sentir électrisé, tout ça, donc comme je dis, ça donnait envie. Enfin bon, là on vient voir quand même que le pendant, il est quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur qu'on fait à soi, mais aussi qu'on fait aux deux personnes concernées. Hein. Oui, bien sûr. Alors là, du coup, moi, ça me fait moins rêver, hein, clairement. Ça tombait bien, j'en rêvais pas tant que ça, mais là, ça m'a calmée. Et du coup, est-ce qu'on peut éviter l'infidélité? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les moyens d'éviter cela? Oui, alors bien sûr, il y a des personnes qui restent fidèles toute leur vie et heureusement quelque part. Maintenant, ça me fait penser à Freud qui a dit quelque chose du genre que nos pulsions ne connaissent pas la fidélité. C'est gentil, Freud. Donc voilà. Alors, on n'est pas obligé de répondre à nos pulsions. Exactement, on n'est pas obligé de céder à nos pulsions. Il y a des gens qui sont fidèles toute leur vie. Et c'est tant mieux parce que voilà, ils vont jamais céder à une tentation quelconque. Après voilà, les attirances humaines sont assez peu contrôlables. Donc on peut très bien être attiré par quelqu'un sans l'avoir jamais cherché ni l'avoir jamais voulu. Oui, mais attirer, c'est une chose. Après, je pense pas, alors vraiment, je sais pas si c'est possible, de traverser toute sa vie, rencontrer plein de gens différents et jamais avoir ressenti une attirance pour quelqu'un, mais quelque chose de bref ou même de moins bref, mais sans forcément qu'il y ait un passage à l'acte, quelque chose d'acté, de dit, de vécu. C'est juste quelque chose qui est de l'ordre de la pensée et c'est tout. Je pense que ça, c'est inévitable, sincèrement. Je vois pas comment on peut éviter ça. Maintenant, c'est passer à l'acte, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, là, cette personne m'attire, donc je vais me rendre disponible à ce qui peut se passer et je vais faire en sorte que ça arrive parce qu'il y a quand même, il y a quand même une volonté de sa part d'aller vivre ce truc. Et là, on a un choix à faire. On est d'accord. C'est pas nos pulsions qui nous dirigent. On peut ne pas y céder parce que il y a une part de nous qui se dit, j'ai trop à perdre et ça m'intéresse pas de prendre ce risque-là. Après, je pense que c'est peut-être aussi une question de valeur qu'on a chacun, parce qu'il faut mentir à un moment donné quand on est fidèle. Bien sûr. Et pour certains, c'est peut-être insupportable de le faire parce que c'est pas en accord avec qui ils sont et ils franchiront pas le pas, quoi. Enfin voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue, hein, on n'en sait rien du tout en fait. C'est sûr qu'on peut contrôler nos pulsions et puis heureusement qu'on peut le faire. Mais voilà, des fois, on y va. Ça arrive, voilà, ça vient à nous parce que de toute façon il y a une ouverture, parce que de toute façon il y a quelque chose à combler là derrière. Oui. Il y a de toute façon un besoin à combler. Alors bien entendu qu'on peut les combler autrement nos besoins, mais voilà, on n'est pas infaillible, on est humain et de nouveau je répète, on est des êtres de désir et des fois, ma foi, non. Oui, donc ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que c'est pas impardonnable. C'est pas impardonnable.
c'est pas impardonnable. Alors justement, est-ce qu'on peut recommencer une relation saine avec la personne qui nous a trompés? Est-ce que c'est possible de pardonner? Alors, bon, j'imagine que ça doit arriver, mais ça doit pas être évident. Il doit y avoir des conditions pour que ce soit possible. Oui, bien sûr. Alors bon, déjà, les deux conditions, c'est l'amour. Donc si chacun des deux déclare encore aimer l'autre, ben, c'est déjà le socle principal. Le deuxième, c'est de se dire, alors oui, on s'aime et on veut continuer ensemble. Donc, s'il y a ça déjà, s'il y a cette volonté-là de la part de tous les deux, oui, bien sûr qu'on peut se reconstruire, qu'on peut reconstruire le couple. Non, on ne peut pas reconstruire le couple, on peut reconstruire un couple, un nouveau couple. Parce que ce couple-là, il n'existe plus, il est mort. C'est Alain Héril qui parle de la fonction phénix, renaître de ses cendres. Donc on va pouvoir renaître de ses cendres, mais pour créer un nouveau couple, avec de nouvelles croyances, et surtout, disons dans nos nouvelles croyances, elles vont surtout être de l'ordre que l'autre est toujours à reconquérir, que rien n'est acquis, que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille, que le désir a besoin de distance, que trop d'intimité peut tuer le désir. Voilà, il y a des tas de croyances nouvelles à construire en fait. Et ça peut être très beau, ça peut même être plus beau. En tout cas, c'est un nouveau couple. Voilà, vraiment, il faut reconstruire ce nouveau couple, c'est possible, voilà. Ça fait grandir les deux personnes. Ça fait grandir les deux personnes, voilà. Et surtout, je pense, moi je suis persuadée que quand ça arrive, il faut que chacune se reconstruise, chacune de son côté. Oui, parce que ça vient chercher nos propres blessures. Voilà, exactement. C'est un révélateur aussi. Ça révèle quelque chose de toute façon. Et puis après, voilà, en thérapie de couple, en coaching de couple aussi, voilà, se faire aider pour pouvoir reconstruire un nouveau couple, oui, c'est tout à fait possible. Moi, j'y crois. Ok, donc ça fait du bien d'entendre ça. Alors, juste un truc, parce que ça, c'est vrai qu'on a des croyances, alors moi de moins en moins, mais j'imagine qu'on peut se la poser comme question. Est-ce que c'est les hommes qui sont plus souvent infidèles ou est-ce que c'est les femmes? Est-ce qu'on a des chiffres à ce sujet? Il y a des statistiques, mais bon, est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce que c'est déclaratif, donc on bah sait pas. Oui, donc non, je sais pas. On sait pas trop? Non, on sait pas trop. Surtout aujourd'hui, parce qu'alors à une époque où les femmes étaient quand même assez limitées dans leurs déplacements et leurs mouvements, donc j'imagine que c'était quand même moins évident. Maintenant que les femmes elles peuvent se déplacer autant que les hommes, est-ce qu'elles n'ont pas aussi cette envie-là? En tout cas, elles ont plus d'opportunités. Oui. Très bien. Alors toi, donc Gratia, tu es coach et donc tu n'as pas choisi ce sujet par hasard, évidemment, puisque ça doit être quelque chose qui te traverse dans ta pratique. Alors justement, quelle personne tu reçois en fait dans ta pratique de coach aujourd'hui? Alors moi j'accompagne les personnes qui sont touchées par l'infidélité. Ça peut être la personne qui a été infidèle, comme la personne qui a subi l'infidélité. Ça peut être la troisième personne, donc celle du placard. et également, parce que tout ça provoque alors quand ça vient se savoir, ça provoque vraiment... c'est un tsunami, il y a vraiment une onde de choc et ça vient impacter pas que le couple, mais également la famille, donc les enfants. Donc ça m'est arrivé aussi d'avoir des enfants, bon plutôt ados-adultes, hein, pas les petits-enfants, parce que bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, ados-adultes. Ça touche aussi du coup les parents, les grands-parents, les amis, parce que alors, du coup les amis ils ne voient plus du tout de la même manière, hein, du moment que ça se sait. Ouais, du moment que ça se sait, voilà. Ça touche aussi notre travail, le milieu professionnel. Ouais. Donc voilà, j'accompagne ces gens-là et puis voilà, dans un dispositif qui se veut contenant
et hors de tout jugement. Et puis on parle d'infidélité, mais aussi on parle de fidélité à l'autre, à soi, on parle d'amour, on parle d'intimité, on parle de sexualité. Voilà. On va mettre, je vais les aider à mettre du sens sur ce qui arrive euh, pour pouvoir aller mieux, se reconstruire et puis prendre des décisions, s'il y a des décisions à prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu attires à toi ce type de personne? Comment t'expliques ça? Parce qu'en plus, on a fait la même école de coaching, Oui. même si tu as fait une spécialité supplémentaire dans le clean. Et en sexothérapie. Et en sexothérapie. Mais oui, mais là, voilà, déjà, tu as Ouais. fait une formation en sexothérapie. Oui. Donc c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps. J'imagine que ça sort pas du chapeau comme ça. Non, ça sort pas du chapeau comme ça. Alors c'est vrai que c'est cette catégorie de personnes qui viennent à moi. Maintenant, voilà, comment dire, j'ai grandi avec une éducation très stricte hein, et quand même je pense qu'entre la génération de mes parents et la mienne, alors j'ai grandi, voilà, j'ai été élevée avec beaucoup d'injonctions et je ne comprenais pas pourquoi on me disait, oui, voilà, le mariage, c'est pour toujours, tu dois avoir des enfants, toujours avec le même homme, c'est toute ta vie, c'est comme ça. Enfin, je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi la vie, ça doit être comme ça? Enfin voilà, en fait, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur le sens du mariage, sur le sens de l'amour et le désir et la sexualité, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Enfin voilà, très jeune, j'avais ce questionnement existentiel en fait, et puis mes lectures étaient toujours dirigées dans ça. Donc voilà, je pense que par la force des choses. Tu es devenue une experte. En tout cas, merci beaucoup Gradia Merci de nous avoir baladé donc, dans le domaine de l'infidélité avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de non-jugement. Et donc là, si j'ai bien compris, la suite, c'est une conférence où on va rentrer plus dans le détail de tout ça. Oui, très prochainement. C'est ça? Prochainement, oui, je suis en train de la préparer. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.